Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Mahé. Bonjour Patrick Mahé, merci d'être avec nous ce matin. Je disais, grand patron de presse, vous avez été à la tête de Télé 7 jours et puis directeur général de la rédaction de Paris Match, formé par Roger Théron, et vous avez donc été un pilier de la rédaction de Paris Match. Vous êtes en charge des albums spéciaux, des hors-séries, voilà, c'est ça. Les hors-séries. Vous étiez venu nous en parler. Et là, ce matin, on va parler de la légende de Paris Match qui paraît chez Plon. Alors, c'est une 500 somme, pages. 500 pages. Alors, ça aurait pu s'appeler Dictionnaire amoureux de Paris Match. Non, parce que ça aurait dû s'appeler Dictionnaire ultra amoureux de Paris Match. Passionné. Passionné. Non, mais c'est vrai que c'est passionné et passionnant parce que ça se dévore. On ouvre une page et on tombe sur. Il y a combien d'entrées en tout dans 126. 126 entrées. 126 entrées. Marilyn Monroe, ça va à Salut, Brigitte Bardot, Paparazzi, Roger Théron. Très très jolie préface de Roger Théron qui hélas a disparu, mais a été le grand patron de Paris Match. Oui, on le surnommait l'œil, parce que forcément, c'était un surnom qui lui allait qui était extraordinaire, quoi. Il avait une manière de monter le journal comme un on va dire, un réalisateur de cinéma, en fait. Il le montait séquence par séquence, avec le punch, l'entrée, l'angle, la manière de rebondir dans une séquence photo. Et ça, c'était fantastique, quoi. Ouais, vous dites que Paris Match, c'était pas gagné au départ. Vous avez appris ça dans le livre. En fait, ça marchait moyen. Et puis, il s'est passé, il y a eu un événement qui a fait. La première année, ça a été difficile parce que la formule n'existait pas d'abord. Donc, cette formule n'existait pas. Donc, le public était à conquérir. Et ça a duré 1 an. Jean Prouveau, qui l'avait créé en 1949 avec son associé Béguin, s'est trouvé confronté au fait que Béguin voulait retirer ses billes parce que le journal ne marchait pas tellement, n'avait pas trouvé son public. Et puis soudain est arrivé ce que Valérie connaît, c'est-à-dire l'ascension de l'Annapurna en 1950, dans des conditions incroyables parce que les photos de cet exploit ne sont arrivées qu'en été. Et donc au cœur de la rédaction, il y a eu un débat. Mais on va quand même pas publier des photos d'hommes enneigés, quasiment surgelés au sommet à 8000 mètres, en plein été, alors que les gens sont sur les plages à Saint-Tropez ou à La Baule. Eh bien si, a dit le rédacteur en chef, on va quand même le faire parce qu'on n'a jamais vu ces photos. Et le fait qu'on ne les avait pas vues, le public n'avait suivi l'exploit que par la presse quotidienne. Et bien du coup, ça a été l'événement qui a propulsé Paris Match en tête des ventes. Qui a inventé le slogan, le poids des mots, le choc des photos? J'en parlais tout à l'heure. Là, vous racontez l'histoire. C'est un mini-collectif. Voilà. Un mini-collectif. En fait, ça se passe en 1976, donc c'est dans la 2e génération du magazine. Le magazine naît en 1949. Et à l'époque, la formule est amusante parce que le patron de l'époque, l'un des rédacteurs en chef de l'époque, Gaston Bonheur et Raymond Castan, ont trouvé une formule qui est intéressante, mais qui n'est pas moderne, mais qui dit « Paris Match, le journal que l'on n'oublie pas dans les trains ». Voilà. Ce qui voulait dire beaucoup de choses. C'est génial, je ne connaissais pas comme slogan. Ça voulait dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que les familles le gardaient, passaient, le transmettaient. Mais évidemment, quand en 1976, Daniel Philippaki a acheté en fait le journal, où il avait été photographe dès 1949, et qu'il a rappelé Roger Théron, qui était à Paris Match en 1949, mais qui était parti quelque temps à l'Express, il a fallu penser à rénover, à faire de la modernité. Et il y a eu un petit brainstorming, comme disent nos amis anglo-saxons. Et de ce brainstorming est sorti le poids des mots pour l'écriture et le choc des photos. Mais le choc des photos, si vous le permettez, une petite anecdote. Simplement, le poids des mots, c'était gagné. C'était clair, c'était gagné. Et puis un jour, un directeur artistique, un peu fâché par le fait qu'un de ses maquettistes parte trop tôt dans la nuit du bouclage, avait roulé les maquettes en boule, il lui a jeté comme ça à la figure. « Tu t'en vas, mais pourquoi ?» Et Roger Théron, ouvrant la porte à 3h du matin, à cet instant-là, dit « Oh, mais Guy, mais ça, c'est le choc des photos !» Et c'est ainsi qu'est né le poids des mots, le choc des photos. Et est-ce qu'aujourd'hui, la photo n'a pas été remplacée par les vidéos, à la fois par Instagram, par TikTok? Est-ce qu'aujourd'hui, la a encore une force? Tout à l'heure, je parlais, souvent, vous avez mis des crashs ou des cataclysmes. Tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec les tornades. Est-ce qu'une vidéo des tornades n'est pas plus impressionnante qu'une photo de tornade? Écoutez,
on a beaucoup pensé que la télévision avait tué la radio, par exemple. Eh bien, la télévision n'a pas tué la radio, et même au contraire. On a même plaisir à écouter la radio. On a beaucoup pensé que la télévision allait tuer les magazines de photos. Mais pas du tout. La photo a continué. La différence entre l'événement que vous évoquez et le traitement dans un magazine tel que Paris Match ou naguère Life aux États-Unis, c'est que, au lieu de saisir un instantané qui va créer un choc émotionnel, eh bien, le magazine va raconter une histoire. Il va la mettre en scène, la raconter avec un A et avec un Z. Et de ce point de vue-là, le lecteur trouve autre chose que l'instantanéité. Alors, il y a un article, une entrée qui s'appelle Coiffeur. Alors, ça m'a beaucoup amusé, parce que, et c'est marrant parce qu'il y a une auditrice qui me dit, moi, je lis pas Paris Match, donc personne ne lit Paris Match, mais le journal se vendait en moyenne à 1 200 000 exemplaires. Voilà, donc, c'était, c'est Irène Frein, c'est ça qui avait dit, qui avait dit, voyons, il y aurait donc 1 million de salons de coiffure en France, diantre, voilà que les Français sont bien coiffés. Oui, parce qu'en France, il y en a 100 000. Il faut quand même savoir qu'il y a 100 000 salons de coiffure en France, approximativement, et que tous les gens qui disent « moi, je lis pas Paris Match, je le lis chez le coiffeur », effectivement, Irène Frein a eu raison de souligner que dans ces cas-là, il aurait fallu qu'il y ait autant de salons de coiffure. Et puis ce formidable extrait de Paul Morand, dans La Parisienne, qui citait Paris Match, racontait cette... il dit le snob royal n'est pas mort, il est plus vivant que jamais, il achète Match et Jour de France, il vient s'écraser le nez sur leurs photos en couleur comme l'affamé à la devanture des grands restaurants, et il critiquait d'une certaine manière l'intérêt qu'on peut avoir pour les familles royales. C'est exact, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait autre chose. C'est que les gens étaient en file et faisaient la queue devant les magasins qui vendaient des téléviseurs. Et ils n'avaient pas de son, ils avaient une image en noir et blanc à travers la vitre du marchand des téléviseurs. C'est encore autre chose. Là, il s'écrasait vraiment le nez sur la vitre. Paris Match, c'est aussi les hommes politiques en intimité ou les présidents. Moi, je me suis demandé, c'est vrai que par rapport au Nouvel Obs ou au Point ou d'autres journaux, est-ce que Paris Match avait une tendance de gauche ou de droite? On ne peut pas définir une tendance chez Paris Match. Non, pas du tout, justement, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je fais une entrée particulière à la lettre P sur politique, pour expliquer justement que ce journal n'a pas d'orientation politique définie. Et il est toujours dans l'air du temps et il s'accroche à tout ce qui peut intéresser les lecteurs dans leur globalité. Parce que c'est un journal qui est rassembleur, qui est fédérateur. Et donc, évidemment, les hommes politiques ou les femmes politiques sont traités avec un angle plus intime, plus intimiste. Mais ça, c'est aussi l'école américaine. C'est l'école Kennedy avec des enfants. Mais la France n'était pas en retard. Parce que je pense à Walter Caron, par exemple, qui est un très grand photographe de Paris Match. Il avait fait en photo les enfants d'un président de la République en 1948, les petits-enfants, qui se disputaient un faux match de boxe contre Marcel Cerdan. Déjà, on entrait dans cette sorte de pipolisation. Donc, la rédaction, en plus de Match, a cet avantage, par rapport à beaucoup d'autres, dans le recrutement, c'était très disparate. En fait, on retrouvait un peu toutes les tendances. Et tout ça, comme aurait dit Maurice Chevalier, ça venait d'excellents, non pas français, mais Paris Matchiens. Quand Édouard Philippe, qui est discret, qui pose avec sa femme, ses enfants, c'est à but électoral, qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent d'être dans Paris Match? On pense à Ségolène Royal et à son accouchement, on pense à NKM en nymphe allongée. Ah oui, c'est vrai, ça il y avait eu des photos quand même avec des mises en scène assez incroyables. Ah oui, c'est vrai, mais justement, je pense que on va pas se mettre à la place d'Édouard Philippe ou des autres, mais pour eux, apparaître dans Paris Match d'une manière plus détendue et plus intime que dans un discours officiel, une rencontre officielle, ça a un intérêt parce que les gens peuvent s'identifier à leur propre vie et se dire tiens, lui, par exemple, Balladur, je me souviens de Balladur, avec ses magnifiques chaussettes cardinales, et Laurent Fabius revenant avec ses croissants dans la rue et ses chaussons. Bon, d'un seul coup, le kidam de base qui voit comme ça passer ses photos se dit « Ah bah tiens, moi aussi, quand je vais chercher mes croissants, je suis aussi en pantoufles. » Il y a une entrée à poubelle. Oui, ça c'est une entrée à poubelle, mais c'est parce que en fait c'est l'histoire, c'est l'œuvre, on peut dire l'œuvre de deux paparazzi, Pascal Rostin et Bruno Mouron, archi connus du monde des paparazzi, qui sur une
pas une idée vraiment, mais une vision. En sortant de chez Gainsbourg un soir, rue de Verneuil, avait découvert une poubelle qui était un peu renversée, et en fouillant dedans par terre ce qui traînait, ça leur a donné une idée. Oui, parce qu'ils disaient il n'y a rien dans la poubelle pour Paris Match, puis d'un seul coup en étalant tout par terre, ils se disent mais c'est une formidable nature morte, et ils en ont fait une œuvre d'art. Et Daniel Philippaki, qui est un très grand patron de presse, leur dit mais les gars, vous vous rendez pas compte, vous touchez là un sujet méconnu, mais qui peut faire un tabac. Et c'est ainsi qu'ils sont partis où ? À Hollywood, et ils ont fait les poubelles des stars d'Hollywood. Qui a fait le plus souvent la couverture de match ? Johnny Hallyday. Ah ouais. C'est Johnny Hallyday qui, depuis 1962, sa première couverture, elle est très drôle cette couverture parce que c'est son premier Olympia, et alors qu'on peut s'attendre à le voir en blouson de cuir à la Vince Taylor, pas du tout. Il a une petite chemise à boutons et une cravate Hermès, c'est quand même extraordinaire. Ouais, donc Johnny Hallyday. 85 couvertures. Ouais. Et après, la famille de Monaco. Alors la famille de Monaco, pas mal. La famille d'Angleterre, la famille d'Angleterre encore plus. Hein. Diana, naturellement. Il y a un petit scoop dans le livre d'ailleurs d'Irène Frein qui nous a confié. Elle avait jamais écrit sur sa première impression de Diana lors du dîner à l'Élysée quand elle était venue, où elle avait perçu, elle était juste en face d'elle, toutes ces fragilités. Elle s'était aperçue des fragilités psychologiques qu'elle nous avait racontées au retour de ce dîner, mais qu'on n'avait pas traité à l'époque, c'était trop tendre. Et puis là, maintenant, pour le livre, elle me l'a offert. Elle vous l'a raconté. Quel est le scoop ou le secret qui n'a jamais été révélé par Paris Match ? Quelle est la chose où vous avez dit, on publie pas ? C'est formidable, mais on publie pas. Par exemple, un faux scoop, en fait, on peut dire un montage sur lequel on a eu les plus grands doutes, heureusement d'ailleurs, attribué à Albert Spaggiari, qui se serait grimé au Brésil en faux Dr Mengele, par exemple, et sur un doute pareil, la responsabilité de publier est flagrante, et on dit non, stop, ça c'est trop, ça c'est too much. Mais en revanche, il y a d'autres photos qui restaient un petit peu à l'écart, et qui pouvaient sortir plus tard, par exemple dans l'histoire de Mazarine Pinjot et la révélation de son existence. Les photos étaient là depuis déjà très en amont par rapport à la publication. Bon, on va marquer une pause, c'est passionnant. 75 ans de passion française, c'est Paris Match, la légende de Paris Match qui paraît chez Plon. Patrick Mahé, merci d'être avec nous. Et je rappelle qu'il y a un salon du livre à Vannes que vous organisez ce week-end. Si vous êtes dans la région en Bretagne, allez-y. On se retrouve dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec notre invité aujourd'hui, Patrick Mahé. Patrick Mahé, ex-directeur général de la rédaction de Paris Match. Vous y êtes resté 20 ans ? Plus que ça encore. Et ça ne vous manque pas ? Je pense à Match tous les matins et je m'endors tous les soirs en pensant à Paris Match, évidemment. C'est une deuxième famille, comme on le dit. Vous publiez La légende de Paris Match aux éditions Plon. Je rappelle que si vous cherchez des idées de cadeaux de fête des mères et des pères, c'est une excellente idée parce que ça plaît à tout le monde. Vraiment, Match, ça fait partie de notre ADN. D'ailleurs, il y a une entrée ADN dans le livre. Ça fait partie de notre ADN, de notre vie. 75 ans, on a tous connu Paris Match et c'est une multitude d'histoires de vie, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. C'est plus que des anecdotes parce que ça raconte la France, ça raconte une époque aussi du journalisme, des grands noms du journalisme, des photographes aussi. Juste une parenthèse pour dire que vous habitez à Vannes désormais, que vous organisez un salon du livre ce week-end. C'est important de parler des livres et des auteurs. Il y aura Tatiana Dronem, Marc Lévy, Rocheteau. Dominique Rocheteau, oui. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Dominique Rocheteau a écrit un livre très sympa qui s'appelle Foot sentimental. Ouais. Ça lui va bien d'ailleurs. Ah, c'est joli comme titre. Ça lui va bien. Et donc, notre invité, il est très intéressant. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Je l'ai connu à ses débuts, Dominique Rocheteau. Ouais. Quelle légende, hein. Moi, j'étais à Glasgow quand il y a eu les Verts qui ont été battus à Glasgow. J'étais à Liverpool, tout ça. Avec lui, je le connais par cœur. Et en plus, comme il a cette passion pour la musique, il a d'abord une éthique. C'est un garçon qui a une éthique. Et en plus, il a une passion pour la musique. Ça peut donner une table ronde, une rencontre très intéressante. Et très variée. Super. Donc, il faut aller à Vannes. J'avais une question sur les paparazzi, justement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des paparazzades ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des faux sujets montés à votre connaissance ? Disons que les paparazzi vont pas nous l'avouer. Mais quand ils apportent un sujet et qu'ils viennent le proposer, en général, c'est d'abord des vrais planques, des vrais.
Mais il peut arriver qu'il y ait des accords parfois avec des gens qui se prêtent à ce qu'on appelle une fausse planque. Ça peut aussi arriver. Fausse planque, ouais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des planques accidentelles. L'histoire de Mazarine est une histoire accidentelle. Oui. Les paparazzis ne sont pas du tout sur la piste de Mazarine Pinjot. Ils sont sur la piste d'Isabelle Adjani, qui est en chagrin d'amour. Et c'est une commerçante du quartier, par son fils, qui va les mettre sur la piste de Mazarine Pinjot. C'est donc le scoop accidentel qui devient un événement considérable. Mais donc les photos n'étaient pas connues depuis si longtemps que ça. Enfin, l'histoire était connue ou pas? Non, l'histoire était connue. C'était d'ailleurs de bon ton de se la raconter dans les dîners en ville. Françoise Giroud, aux éditions Mazarine, en avait fait d'ailleurs une histoire qui a débouché sur un film. Et donc, c'était quand même de bon ton de se raconter ça. Mais le grand public ignorait cette histoire-là. Et alors les photos ont été prises en été, elles n'ont été publiées qu'à la Toussaint. Il y a eu une espèce de laps de temps, le temps de négocier un petit peu un accord tacite avec François Mitterrand, qui en fait a donné un feu vert sans le donner, mais tout en le donnant, en disant la presse sait ce qu'elle a à faire. Et dès lors, ça validait le désir ou le besoin qu'il avait lui-même de pouvoir présenter Mazarine, qui sortait de l'ombre, de l'obscurité, de la protection exagérée, à la lumière. Alors imaginez, Patrick, vous êtes à Vannes, vous êtes avec votre maîtresse dans un transat, vous êtes en train de l'embrasser langoureusement, et le lendemain, les photos sont dans la presse. Patrick Mahé, sa maîtresse sur le transat en Bretagne. C'est vraiment sympa pour ma femme qui écoute l'émission en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous si tu nous entends, franchement... c'est une dystopie. Comment vous le vivriez? Est-ce que vous comprenez la haine qu'on peut avoir contre les paparazzis quand on est connu? Mais il y a paparazzade et paparazzade. Évidemment que la loi, d'ailleurs, protège la vie privée. C'est l'article 9 du Code pénal. Ça s'appelle intimité de la vie privée. Donc, si vous entrez exagérément par effraction, ce que vous comptez comme histoire, c'est une effraction. Vous savez que les journaux ont une cagnotte. Alors, peut-être pas Paris Match, mais Voici il y a des limites à la cagnotte, quand même. Parce que, d'abord, en plus, si vous faites ça une fois, ça peut peut-être passer. 3 fois, bonjour les dégâts. Et après, vos relations avec le reste du monde, elles sont altérées. Donc, c'est un jeu trop dangereux. Et on s'y prête pas. Donc les paparazzis, c'est pas la cam de Paris Match. Les paparazzis font un travail. Ça fait l'histoire de Paris Match. Ça dépend ce qu'ils font. Par exemple, une histoire que je trouve très très bonne, c'est Solzhenitsyn. Quand tout le monde court après Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, et que même les paparazzis américains n'osent même pas pénétrer dans l'univers où il est un peu, non pas reclus, mais il vit au fin fond d'une forêt. Pascal Rostin, que cite Valérie, il voit une belle pancarte No Trespassing, interdit de passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Et il dit, je parle pas anglais. Et il ramène les photos. Ça, c'est une paparazzade intéressante, parce que d'abord, ça montre quelqu'un, après, que tout le monde veut voir, à cet instant-là, l'instant T, auquel personne n'a accès, et on le voit dans sa grande solitude, dans cette forêt nord-américaine. C'est une paparazzade. Et les photos de Mitterrand mort sur son lit? Ça, c'est une autre histoire. Vous étiez patron à ce moment-là? Dont le secret n'est pas percé. Vous le savez. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a d'abord très peu de gens qui sont au courant, mais la dernière fois que quelqu'un en a parlé vraiment, c'est Roger Théron lui-même, au micro de Guillaume Durand à la télévision. Guillaume Durand lui a posé la question, Roger Théron, vous savez qui a fait la photo de Mitterrand sur son lit de mort? Oui. Vous pouvez nous le dire? Non. Fallait la publier? Mais absolument. C'est une photo, d'abord, c'est une très belle photo. Quand on la regarde, c'est un gisant, comme tous les grands gisants d'histoire. Les grands gisants d'histoire, Victor Hugo, par exemple. Moi, j'ai un tirage d'une photo historique de Victor Hugo. Mais c'est pas un viol de la vie intime d'un de la famille. Tous les papes tous les papes, Pie XII et les autres, on les voit portés avec une foule extatique. Oui, mais ils ont été, c'est pas sur un moment intime, ils ont été préparés. Oui, mais là, la photo ne posait pas de problème visuel désagréable. Il n'y avait pas de choses moches. Elle était même, on peut le dire, dans sa dureté, elle était très esthétique. Et en fait, ça le fait aussi entrer dans l'histoire de cette manière-là. Ça le rend quelque part immortel. Paris Match vient d'être racheté par LVMH. Ça a été annoncé hier. La transaction va se faire. C'est une page qui se tourne pour Paris Match. Peut-être une question difficile pour vous, parce que vous parlez d'Arnaud Lagardère. Quand vous voyez ce qui est devenu l'Empire Lagardère?
Qu'est-ce que ça vous inspire avec cet homme, Jean-Luc Lagardère, qui avait créé un empire de presse qui aujourd'hui est totalement démantelé? Est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que vous vous dites, c'est la vie, Moi, je ne percevais pas, quand j'étais à Paris Match, rédacteur en chef, l'idée d'être au sein d'un empire. J'étais à Paris Match. Ouais. Et à Paris Match, c'était ma petite patrie. Et de ce point de vue-là, je suis toujours resté dans le même état d'esprit. Arnaud Lagardère m'a fait l'honneur de me confier les clés de Paris Match en tant que directeur général de rédaction pendant les 2 dernières années que j'ai passées. Donc je l'en remercie vivement d'ailleurs dès le début du livre. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est une question peut-être compliquée. Et donc je reste moi attaché à cette petite patrie que j'évoquais, et ce livre que je viens de faire, cette légende de Paris Match, pour moi, si Édith Piaf était là, ce serait un hymne à l'amour. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé le slogan, mais racontez le secret du slogan. Mais qui a eu l'idée d'appeler ça Paris Match, et pourquoi le mot Paris, qui pouvait être excluant pour la province, je trouve? Alors, curieusement, non. Puisque 80% des acheteurs et des lecteurs de matchs sont des gens qui vivent dans nos pays, dans nos territoires, dans nos terroirs, dans nos provinces. Alors, le mot match existait avant-guerre. Ce journal d'avant-guerre était un supplément sportif d'un quotidien, le quotidien L'Intransigeant, que Jean Prouveau, grand industriel du Nord, avait acheté en 1936 de mémoire. Et la guerre a interrompu le parcours de match, qui déjà vendait énormément de copies à l'époque. Mais qui était comme l'équipe. Et, au début, c'était comme l'équipe, un supplément de sport. Mais Jean Prouveau, en l'ayant racheté, a fait de Match un journal d'information déjà axé sur la photo, toujours dans l'exemple américain de Life. Il avait ça en tête. Et puis la guerre est arrivée, les affaires se sont bien entendu arrêtées, et c'est seulement en 1949 que Jean Prouveau a recréé son journal disparu, et qu'il a appelé Paris Match pour le distinguer dans cette renaissance éditoriale. Puis Paris venait d'être libéré peut-être aussi. On vous rendait hommage aussi aux dessinateurs qui ont jalonné la vie de Paris Match, Sampé en particulier, qui... Oui, parce que quand jusqu'à la fin de sa vie... Sampé était le plus ancien d'entre nous, en fin de compte, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été aussi un très grand dessinateur de New Yorker aux États-Unis. Mais très curieusement, quand il est parti, on a beaucoup plus parlé de New Yorker que de Paris Match, alors qu'il était un fidèle pilier de Paris Match. Et au niveau dessinateur, une petite anecdote quand même que j'aime bien de temps en temps citer. Vous savez que dans les bijoux de la Castafiore de Hergé, Tintin, il y a un héros qui est un journaliste qui s'appelle Walter Risotto. C'est le nom qu'on lui a donné. Et en fait, c'est un nom qu'a inventé Hergé à travers Walter Caron, le photographe Walter Caron, et Willy Rizzo, autre photographe de Paris Match. Il a fait Walter Risotto. Ah, formidable. Donc il y a les photographes, il y a les dessinateurs, il y a les enquêteurs, parce que c'est aussi les grandes histoires, l'affaire Grégory, c'est Jean Kerr, absolument. Phénoménal, Jean Kerr. Il y a énormément Jean-Michel Caradec sur le terrain aussi. Et puis les grands noms comme Philippe Labro, comme Jean-Co omniprésent, bien sûr, dans le livre. Il y a tellement de choses à dire, à raconter. Et tellement de choses, des grandes signatures. Quand même, Olivier de Kersauzon, Yann Kefelec, Irène Frein. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu passer. Et puis, alors nous, on l'a reçue ici, j'ai eu un coup de cœur pour elle. J'ai oublié son prénom, donc je veux dire Picozzi, qui sera... On l'a cité énormément aussi. Picozzi, spécialiste du pape. Et je conseille le livre de Danny Jucco, J'avais une maison à Los Angeles. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est formidable, c'est chez Stock, c'est un livre... Agathe Godard aussi. Et Agathe Godard, dans ses mémoires. On va faire une chaîne Paris Match. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Mahé, ce matin. Je rappelle donc la légende de Paris Match, 500 pages, mais ça se dévore. C'est une sorte de dictionnaire très très amoureux de ce qui a été, mais de ce qui est toujours Match, qui reste le journal des enquêtes, des photos, qui reste fidèle à son ADN. Et puis aller à Vannes ce week-end pour le salon du livre. Tatiana Dronet, Marc Lévy, Laurent Gounel, Rocheteau, vous nous l'avez dit, et bien d'autres auteurs. Merci Patrick Mahé. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.